Ok. Bon, c'est clair que le mouvement d'accroissement de la production de la deuxième moitié du XXe siècle, d'accroissement de la production, hein, c'est sélection de variétés à haut potentiel, engrais minéraux, chimiques de synthèse ou extractifs modifiés, et produits de traitement phytosanitaire, etc. Alors l'azote, comme les traitements phytosanitaires, ça vient en grande partie du pétrole, qui effectivement est limité, qui peut encore étendre ses disponibilités, mais à condition d'accroître les coûts de prospection et d'extraction. Donc, on n'épuisera jamais le pétrole. Mais c'est fini. Non, vas-y, vas-y. Que esses preços do petróleo evidentemente estão aumentando, os custos cada vez tem que procurar petróleo mais longe, mais caro, né? Mais on n'arrivera donc jamais à épuiser totalement le pétrole. Contrairement à ce qu'on dit. On s'arrêtera quand il sera trop cher. Ça ne sera plus compétitif. Donc c'est les autres sources d'énergie qui sont plus chères actuellement encore que le pétrole, qui vont se substituer au pétrole, à condition que ce soit socialement et écologiquement acceptable. O que vai acontecer então que as outras fontes de energia que vão se tornar mais baratas em relação ao petróleo e elas vão substituir o petróleo, desde que elas sejam socialmente apropriadas e ecologicamente aceitáveis. Bon, ça sera l'agro-pétrole ou l'agro-combustible. Pode ser, talvez seja os biocombustíveis. Photovoltaïque, atomique, je ne sais pas. Mais on va forcément arriver à des prix de l'énergie très élevés. De qualquer maneira, esse cenário vai nos conduzir a preço de energia muito alto. Donc ça réduit peut-être les possibilités de la motorisation, etc. Mais vai acarretar uma redução, impacto na motomecanização futura. Mais le problème, c'est aussi les engrais azotés et une partie des pesticides qui seront peut-être à des prix très très élevés. Donc, pour des raisons économiques, prix de l'énergie, ou pour des raisons prix de l'énergie. Pour des raisons écologiques aussi, les limitations, on va être obligé de réduire les emplois d'intrants non renouvelables ou qui présentent des inconvénients insupportables écologiques ou sanitaires, etc. Donc de toute façon, on va vers la réduction de tout ce qui dérive du pétrole et de tout ce qui dérive de certaines industries chimiques, etc. La question, c'est que pour... da utilização desses produtos que derivam da indústria química e da indústria de insumos pétrole. Aujourd'hui, en Europe, on interdit très largement les doses d'engrais supérieures à 100 unités, d'azote supérieures à 100 unités par hectare. Então hoje, por exemplo, na Europa, é proibida a utilização de adubações de nitrogênio, nitrogenadas, de mais de 100 unidades por hectare. Pour des questions de nappe phréatique, mais aussi pour des questions de taux de nitrate dans les fruits et légumes, etc. Et à mon avis, c'est seulement un début. Si on constate que ça ne suffit pas, on ira vers des interdictions plus grandes que ça. 80% des pesticides utilisés il y a 25 ans sont aujourd'hui interdits en France et en Europe. Et une bonne partie de ceux qui sont utilisés aujourd'hui seront interdits dans les 10 ans, 20 ans qui viennent.
são utilizados atualmente, nos próximos 10 anos, devem ser proibidos de... Donc, si vous regardez ici cette courbe, en rouge, vous avez le rendement moyen par pays des céréales produites dans tous les pays. En Belgique, 10 tonnes en moyenne par hectare. Está mostrando então gráfico, uma curva dos rendimentos por hectare que se obtém. Lá em cima, o ponto alto vermelho que está apontando é a Bélgica, 10 toneladas de cereal por hectare. En France, 8 tonnes ou quelque chose comme ça. Na França, 8 toneladas em média de cereal de trigo por hectare. En Allemagne, 7 tonnes. En Italie, 6 tonnes, etc. Na Itália, 6 toneladas de trigo por hectare. Jusqu'au Liban, 2 tonnes et demie. Ele vai até o meio ali, o Líbano, 4 toneladas, 2 tonnes et demie au Liban, c'est la médiane. Ici à gauche, vous avez toutes les surfaces du monde qui ont le plus progressé pendant la révolution agricole et la révolution verte. À esquerda, então, aqueles primeiros 50%, vocês têm a metade do mundo que mais progrediu com a revolução verde. Rendement moyen, 4 tonnes,5 de céréales. O rendimento, então, dessas agriculturas do mundo que mais progrediu com a revolução verde em relação ao trigo, 4 toneladas e meia por hectare. Rendement moyen du soja, 3 tonnes peut-être, quelque chose comme ça. O rendimento médio do soja talvez esteja 3 toneladas. Et là, vous avez la moitié du monde E a outra metade, os outros 50%, você tem a outra metade do mundo qui a le moins progressé, que menos progrediu. toujours 2 tonnes 5 au Liban, moins de 1 tonne en Afghanistan. De um lado você tem então sempre as 2 toneladas e meia no Líbano, e aqui vocês têm menos de 1 tonelada por hectare no Afeganistão. Rendement moyen de cette moitié du monde-là, Então o rendimento médio nessa outra metade do mundo, que ele está mostrando, 1 tonne 5, 3 fois moins 1 que tonelada e meia. l'autre moitié, ok? Ou seja, 3 vezes menos do que se obtém na outra metade do mundo como rendimento médio. Alors, première observation. Compte tenu de l'augmentation du prix des intrants non renouvelables, Então a primeira observação que ele quer fazer, levando em conta o preço dos insumos não renováveis. comme le pétrole, l'azote nitrique, etc. Como o petróleo, o nitrogênio, a ureia. Réduction de l'utilisation des intrants nuisibles, Então, écologiquement ou sanitairement. redução então da utilização desses insumos prejudiciais. Je pense que dans 50 ans, dans les 10 ou 20, 30 ou 40 années qui viennent, Nos próximos 20, 30, próximos anos, on aura beaucoup de difficultés a gente vai ter muita dificuldade pour trouver des technologies alternatives dont on de encontrar pourra parler tout à l'heure, fumure organique, micro-organismes, etc. A gente pode falar inclusive sobre isso, a adubação orgânica, etc, etc. À maintenir le niveau moyen de rendement obtenu dans la moitié du monde qui a le plus progressé. Dificilmente a gente vai conseguir manter aquela média de 4 toneladas e meia nessa metade do mundo. L'objectif, c'est comment maintenir le niveau de rendement acquis en faisant de l'agroécologie au lieu de faire de l'agrochimie, quoi. L'objectif de la recherche de tout le monde, ça devrait être de faire de l'agroécologie pour maintenir le même niveau de rendement en agroécologie qu'on avait obtenu en agrochimie. Je peux répéter. L'objectif de la recherche et du développement, c'est de maintenir. Ah bon, mais je ne sais pas. Em agroecologia, atinge os mesmos níveis de produção que a agricultura química. Ça ne sert à rien d'essayer d'augmenter le rendement ici en mettant encore plus d'agrochimie. Para ele, ele acredita que não adianta nada vocês aumentarem os rendimentos no máximo que estão ali, usando mais adubo, mais insumos e mais... Il faut réduire les dépenses agrochimiques pour se mettre sur la courbe verte agroécologique. Então ele tem que reduzir a utilização de insumos lá em cima para poder se colocar nessa curva verde, que é a curva talvez da agroecologia ou de utilização menor. De toute façon, ils seront obligés de le faire. De qualquer maneira, essa curva verde que vocês estão vendo vai ser... C'est juste une manière de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. O problema é como que isso vai acontecer, pensar como que isso pode ser feito. Et quel rôle les agronomes peuvent jouer intelligemment en essayant de faire ça
plutôt que de continuer d'augmenter ici. E qual é o papel então que os agrônomos Ok? têm para poder ajudar a alcançar essa curva verde, que é a curva talvez. Deuxième moitié du monde. Então a outra metade do mundo. C'est là que les gens sont pauvres, c'est là qu'ils ont faim, c'est là qu'ils n'ont pas les moyens d'investir ni en tracteurs, ni en engrais, ni en pesticides. E que é essa metade do mundo onde vocês têm os agricultores que não têm as condições de investir em adubos, em máquinas, em insumos e etc. C'est là qu'ils ont besoin de progresser. É nessa parte do mundo então que eles têm necessidade de progredir, de aumentar. Et pour qu'ils progressent, il faut qu'ils gagnent leur vie simplement. E para que eles possam progredir ou melhorar, eles têm que ganhar a vida deles de uma maneira Sans pouvoir investir dans l'agrochimie. sem poder investir na agroquímica, Par contre, ils peuvent investir dans le travail agroécologique. E nessa parte do mundo eles podem investir no trabalho agroecológico. La simple sélection des variétés locales, les agronomes de terrain le savent. Simples, por exemplo, a escolha de variedades locais adaptadas. Sélection participative avec les paysans. Seleção participativa com os camponeses. Faire des meilleures rotations, plus de fertilisation organique. Mais fertilidade. Tous les agronomes de terrain de développement savent que dans n'importe quel village d'Afrique et des Andes, on peut pratiquement doubler les rendements. Todo agrônomo de campo sabe que a gente pode rapidamente com esses sans agrochimie. A gente pode dobrar os rendimentos Ok? sem agroquímicos, sem produtos químicos. Et donc c'est là qu'il faut faire de la recherche-développement. Então é aí que tem que C'est là que c'est utile, c'est là qu'on peut le faire. É aí onde deve fazer, aí é onde é útil. Et si vous formez des agronomes qui courent après l'argent, alors ils vont se précipiter là. Se vocês formarem então agrônomos que buscam, que querem ganhar dinheiro, Si vous formez des agronomes qui sont vraiment désireux de régler les problèmes de sous-développement agricole, de faim et de se a pauvreté, gente quiser formar agrônomos que queiram realmente trabalhar, lutar contra o subdesenvolvimento, o problema da fome e da desigualdade, tem que estar aqui. si vos centres de recherche cherchent à faire des OGM qui permettent d'utiliser plus encore de désherbants chimiques, bon, Se os centros de pesquisa eles produzem tecnologia que nos permite utilizar mais de herbicidas, vous savez que c'est politiquement et socialement désastreux você tem que saber, você tem que ter claro que isso é politicamente desastroso et c'est écologiquement ce qu'il ne faut pas faire. e ecologicamente é aquilo que não se deve fazer. Il n'y a pas de différence entre ce qui est socialement positif, moralement positif, agroéconomiquement positif, agroécologiquement positif. C'est un seul sujet. Agroecologicamente falando, socialmente falando, moralmente falando, não tem nenhuma diferença entre eles. Ça, c'est le développement de la mort et ça, c'est le développement de la vie. Lá em cima, então, o desenvolvimento da morte e aqui o desenvolvimento da vida. Il n'y a pas des contradictions entre les objectifs environnementaux et les objectifs sociaux, c'est pas vrai. Então não existe contradição entre esses objetivos. On peut dire ça quand on ne connaît pas le système. E a gente até pode pensar isso quando a gente não conhece. Mais si vous comprenez l'ensemble du système, vous voyez bien que ce n'est pas du tout contradictoire, au contraire. Se a gente olhar todo C'est esse convergent. sistema, a gente pode ver que não é contraditório e que, na verdade, esses dois objetivos sociais e ecológicos são Et donc, voilà, du point de vue environnemental, c'est clair qu'il faut développer l'agriculture pauvre avec des moyens plus agroécologiques pour dire Então, para ele, fica claro que o que a gente tem que fazer é desenvolver essa agricultura dita pobre com mais meios agroecológicos que agrochimiques. do que agroquímicos. Et ici, il faut revenir à plus d'agroécologie et moins d'agrochimie. E nessa parte do mundo tem que Ok. voltar a menos de agroquímico e mais de agroecológico. Ça va? Mais je réponds un peu à votre question, je suppose. Ele quer responder a tua questão? On n'arrive pas à imposer une agroécologie. Évidemment, ils obéissent, aux règles de maximisation du profit, et deuxièmement, ils obéissent à vos lois. O sistema responde mais à uma questão econômica, né, de retorno econômico. Ils sont dans la rationalité économique. Eles estão na racionalidade econômica, essencialmente. Ok, et si vos lois ne leur interdisent pas de défricher l'Amazonie, ils défrichent l'Amazonie. Si vos lois ne leur interdisent pas de mettre du Roundup, d'utiliser des OGM qui permettent d'utiliser du Roundup, ben, ils utilisent ces OGM et ce Roundup. Dans quel état ils vont laisser les terres du Mato Grosso dans 20 ou 50 ans, je ne sais pas, mais il y a une partie... Je veux dire, pourquoi c'est comme ça? Ben parce que votre système politique, juridique, social fait que
il encourage ces gens-là et non pas il les décourage. Porque o nosso sistema político, social e econômico encoraja, Absolument. essas pessoas a fazer isso, dá as chances que elas possam fazer assim, agir dessa maneira. Votre gouvernement, il appelle tous les investisseurs à venir faire encore un peu plus, non? O nosso governo, né, o nosso governo brasileiro, ele chama todos os investidores para vir para o Brasil para fazer ainda mais disso. Moi, je n'ai pas vu qu'il avait dit stop à ça. Ele não ouviu falar que o governo brasileiro tem dito parem de fazer assim, parem de agir assim. Donc il faut revoter pour les colonels. Então ele disse que a gente tem que votar de novo pelos militares. Non, c'est une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie. É uma má brincadeira, uma brincadeira sem graça. Ele sabe, mas ele está provocando você. Ok. Bon, est-ce que j'ai bien... Ça va pour vous? Ok, tudo bem? Et pour vous? Ça va. Bon. Il faut revenir toujours au cœur du sujet, quoi. On ne peut pas traiter les trucs en surface, il faut revenir à comment c'est fait, comment ça marche. Ok. Deixa eu poser les verts, c'est l'agroécologie? Oui. On arrive à produire de 10 à 8 tonnes. Bah, écoute, j'ai fait une hypothèse. Eu perguntei para ele a questão se esse verde era agroecologia. Eu perguntei para ele se na verdade essa de 10 toneladas, se não consegue, se na verdade a écoute, não é mais. L'agroécologie, non, mais c'est un schéma pour raisonner. C'est pas une prévision. Não, ele está dizendo que não é uma previsão. Fala para ele que tu está implicando comigo porque eu trabalho com a agricultura. Não, não estou explicando. Não, Fábio, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que eu não sei se essa curva é tão. Écoute, comment on fabrique la courbe verte? Eu perguntei para ele como é que ele fez a Vous enlevez la courbe verte. Vous enlevez la courbe verte, ok? Donc vous avez 4,5 tonnes de moyenne dans les pays qui ont le plus progressé en rendement. Vous dites, il n'y a plus de courbe verte. Je dis, ce que je peux faire de mieux, peut-être on arrive, en faisant moins d'agrochimie et en faisant plus d'agroécologie, à maintenir 4,5 tonnes en moyenne dans la moitié du monde qui a le plus progressé. Premier point. Vous retenez seulement 4,5 tonnes. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, vous retenez comme seule hypothèse que l'agroécologie vous permettra peut-être de maintenir le rendement. Vous permettra de maintenir le rendement moyen de 4,5 tonnes. Vous n'avez pas encore vu de courbe verte, hein, ok? Vous retenez 4,5 tonnes, c'est tout. Deuxièmement, vous admettez que sans agrochimie, vous pouvez doubler le rendement de la moitié du monde qui a le moins progressé. Ça c'est l'expérience agronomique de terrain. Essa parte aqui, a experiência de campo mostra que é claramente possível de dobrar a quantidade de cereais por hectare sem utilizar nada de agrotóxicos, de insumos. J'ai réuni un comité d'experts meilleur que les comités d'experts de la FAO. Ele vai reunir uma comissão de especialistas melhor. Parce que moi je les ai choisis. Tandis que la FAO, elle s'est fait envoyer par les pays, chacun un expert, comme ça, donc c'est n'importe quoi. C'est le copain du ministre. Ou... Na verdade, quando ele fala das comissões da FAO, alors, ele diz que na verdade são comissões de amigos do ministro, não sei o quê. Nous avons admis pour l'avenir 4,5 tonnes maintenues et 1,5 tonne devient 3 tonnes ici. Então, porque ele acha que é uma hipótese, que esse grupo dele que trabalhou sobre isso, eles acham que é razoável dizer uma média. Ça fait 10 fois que je le dis. 4,5 toneladas por hectare, né, agroecológico, em média, e 3 tonnes au lieu de 1,5 tonne. 3 toneladas por hectare como média nesse sistema assim. Então, alors, si je fais, je ne sais pas, si j'ajoute 1,5 tonne ici, je passe par ce point, je passe ensuite par ce point, je vois bien que la courbe qui va s'établir va être aussi une parabole, hein, ou une hyperbole inversée, et je vois bien que ça va, et je sais bien que ça va passer par une réduction des rendements les plus élevés. Donc, je vous fabrique une image. Eles têm como pressuposto que a curva passa por aqui e passa por aqui. E aí, uma projeção, ela vai chegar mais ou menos por aqui. Mais non, un dado. Et tout le monde sait bien qu'on ne peut pas maintenir
avec des règles, des règles agroécologiques toutes simples, on sait bien qu'on ne peut pas maintenir 8 tonnes de moyenne en Belgique, c'est clair. Ou aux Pays-Bas. Ok. C'est juste une image pour raisonner sur le possible agroécologique. Mais fondamentalement, c'est fait pour démontrer que l'avenir, pour réduire la pauvreté et la sous-alimentation, c'est là que ça se joue et pas là. Mas a verdade, esse gráfico que ele montou, esse quadro que ele montou, é para mostrar que o fim da subalimentação da pobreza tem que ser feito no canticar dessa metade do mundo aqui e não do outro lado de lá. É isso que ele quer provar, então, essa representação. Que continuer d'augmenter ici, de toute façon, ça ne réglera pas le problème des pauvres sous-alimentés. Por exemplo, se a gente continuar aumentando a produção nessa vermelha, que é da Revolução Verde aqui, não vai resolver em nada o problema daqui, que é onde está a fome no mundo. La révolution verte, on en est à la fin d'un cycle. A Revolução Verde, segundo ele, é o fim de um ciclo. Oui. Inclusive, se pegar a área do verde, a produção mundial aumenta. Pardon? Ele disse que tu pegar, pardon? Se pegar a área do gráfico verde, a área embaixo da curva, aumenta a produção mundial. Sim, il dit que là, en réalité, l'échelle est plus grande là. Oui, oui, bien sûr. Non, non. Non, 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 non. Ça, non, non, non. Ça, c'est la moitié de la surface et ça, c'est la moitié de la surface. C'est pas la moitié. Ça, c'est la médiane. A área sobre a curva representa o total de produção. Oui. O total de produção vai aumentar. Oui, de 25%. On a fait le calcul. É isso que está dizendo. Essa área é muito maior do que se pede ali em cima. Ele diz, eu estou lá. Você que Fábio, ele diz? Non, je cherche. Oui, je sais que tu cherches. Non, mais je voulais te montrer un truc là. On augmente le rendement médian. Je vais lui montrer ça. On augmente le rendement moyen mondial de 25%. Putain, quel bordel. Il devait poser une question là. Oui, mais j'essaye de dire qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Non, mais ce n'est pas un problème de traduction. C'est un problème de comprendre la courbe. Ce qu'elle veut dire et ce qu'elle ne veut pas dire. Oui, alors quelle est la question? Si questions il y a. Tu não é brasileiro, é bom. Não, porque é curioso, porque ele traz uma perspectiva da Revolução, que a Revolução Verde, na verdade, não causou esse processo de desigualdade, mas o neoliberalismo. Ele dit que tua apresentação montre un autre regard, qui dit que la situation n'est pas due à la Révolution verte, mais au néolibéralisme. Les deux, mon général. Então essa é uma outra que a gente não sabe. C'est notre regard, qui n'est pas habitué. Oui, bien sûr. Então a pergunta, a questão que tu pôs, a proposta então é uma volta, uma redução do estado de bem-estar na política agrícola, mas ao mesmo tempo uma segunda revisão da Revolução Verde agroecológica nos países, nos grupos sociais e nos países onde ela não foi feita. Seria a proposta. A proposição c'est revenir au bien-être avant 1965 et deuxième, entre guillemets, si j'ai bien compris, deuxième, notre révolution verte agroécologique. Dans les pays où... Notre révolution... Une vraie révolution verte, l'autre elle était en fait rouge. Eles, na verdade, uma verdadeira revolução verde, chamar outra de revolução verde é um pouco um erro, né? E se isso é assim, que interesses afetaria esse processo? Se essa é a proposta que na implementação dessa proposta, que interessa? E ele pergunta, então, essa proposição
refaire une autre révolution agricole, plutôt agroécologique dans la partie du monde. Quel était l'intérêt, de faire cette nouvelle, revenir sur les politiques avant 75? Non, c'est une autre révolution agricole dans cette partie-là, où à la fin, quels sont les enjeux? Ben, la question, c'est que il faut sortir de la pauvreté, de la sous-production et de la faim. 3 milliards de gens qui sont en majorité des paysans et des chômeurs, etc. C'est ça la question capitale. Ça, on ne peut pas le faire sans des politiques agricoles qui ne sont pas des politiques ultralibérales. Partout où l'agriculture s'est développée, l'agriculture américaine, européenne, indienne, thaïlandaises, indonésiennes se sont développées avec des politiques de développement agricole très rigoureuses, qui n'ont rien à voir avec la libéralisation des politiques agricoles et des échanges agricoles internationaux. C'est ça la question première. D'accord ? Pour ça, il faut évidemment des politiques de prix et donc des politiques de protection de l'agriculture paysanne haïtienne, africaine, etc., et même de l'agriculture paysanne brésilienne, qui permettent à ces agriculteurs de gagner leur vie, d'éviter de mourir de faim et d'aller dans les favelles, hein, mais qui leur permettent d'investir et de progresser. Ok ? Mais quel investissement? Ils ne vont pas passer comme ça des intrants qui coûtent juste les semences paysannes pour faire une culture à 300 ou 400 $ d'investissement en engrais, en pesticides par hectare. Ok? Você entende bem, eles não vão conseguir passar dessa situação que eles vivem hoje, né, de miserabilidade, a uma situação até 300 $ por hectare. Oui, plusieurs centaines de dollars par hectare pour les engrais et les pesticides et les semences. C'est ça que ça coûte. Hein. Le paysan, il ne va pas pouvoir faire ça. Il va pouvoir améliorer ses semences si on l'aide à le faire, mais il ne le fera que s'il gagne sa vie. La condition première pour qu'un paysan fasse quelque chose de plus que ce qu'il fait, c'est qu'il gagne quelque chose à le faire. Donc il faut qu'il ait des prix qui lui permettent de gagner sa vie. Aucune agriculture n'a progressé au XXe siècle si elle n'avait pas des prix qui permettaient aux paysans de gagner leur vie, d'investir et de progresser. Ça n'existe pas. C'est économiquement impossible. Donc, imposer à tous ces paysans, qu'ils soient brésiliens ou africains ou européens, des prix qui sont inférieurs à leur coût de production, c'est les empêcher de se développer. La libéralisation des politiques agricoles et la libéralisation des échanges agricoles internationaux, ça a pour objectif de maximiser les investissements capitalistes dans l'agriculture et de réduire au maximum, le plus possible, les agricultures familiales du Sud et du Nord. Que fait Reagan en 86? J'impose à travers la Banque mondiale le libre-échange à toutes les agricultures du monde. À l'époque, le marché mondial, international plutôt, il était presque monopolisé par les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. En 80, les États-Unis, en 1980, oui. Oui, en 1980, les États-Unis
fournissait 90% du soja sur le marché international. Em 1980, ele está lembrando vocês que os Estados Unidos fornecia 80% do soja. Alors, premièrement, en faisant le libre-échange, ils maximisent les exportations américaines, canadiennes, etc. Então, primeiramente, fazendo a livre troca, o livre comércio, Mais- ele mais- as exportações americanas e canadenses. Mais deuxièmement, Mas segundo, comme ils avaient libéralisé la circulation des capitaux, ils como eles liberaram maximisent les investissements capitalistes dans l'agriculture délocalisée. eles maximizam então os retornos, os investimentos da agricultura delocalizada, da deslocalização da agricultura. Ils favorisent tout l'agrobusiness territorialisé américain, Eles então favorizam todo o agrobusiness, o agronegócio localizado mais ils lancent à une échelle extraordinaire la création d'un agrobusiness délocalisé mas ele dans les pays à bas salaire. Uma escala enorme, né, um agrobusiness delocalizado em escala internacional. Et il essaye d'imposer le libre-échange à tout le monde avec les plans d'ajustement structurel, avec l'Uruguay-Round, avec les accords de Marrakech, etc. Seja no Uruguay Round, nas discussões, a livre troca Ça va? de comércio. Et l'Union européenne, qui avait l'habitude de protéger son agriculture, E nesse momento a comunidade comum europeia que tem como hábito, como modelo proteger sua agricultura, au moment de l'Uruguay-Round, no momento do Uruguay Round, elle accepte la proposition américaine de réduire ses droits de douane ela aceita então de reduzir essas taxas de importação de produtos agrícolas et d'adopter un système de subvention comme les Américains. e adota então um modelo de subvenção que nem os americanos já tinham. Et les Américains et les Européens font adopter à l'Uruguay-Round, puis aux accords de Marrakech, ils font adopter une règle que faire des aides aux revenus des agriculteurs, ce n'était pas des agriculteurs, ce n'était pas du dumping. E eles fazem passar então uma regra que ajudar a... Ça, c'est le grand miracle de l'OMC. Eles fazem então uma regra, passa a ser uma regra que vai... On change les définitions. aceitar Aceitar que é o subsídio. Ils ont tous compris déjà. O subsídio deixa de ser o subsídio aos produtos agrícolas, mas passam na renda dos agricultores. Não, e que não são considerados dumping. Isso não é Voilà. É legal perante a Europa, né? Le dumping, Vale. le dumping, la définition économique classique, c'est vendre ses produits en dessous du coût de production grâce à des subventions, quelle que soit la méthode. Que tem tipo uma bolsa para Eux, ils décident que le dumping, c'est seulement si on vend à l'extérieur moins cher qu'à l'intérieur. Segundo essas regras, o entendimento internacional, o dumping é quando tu vende um produto mais caro do que o custo de produção. Mas se tu maquia remunerando os agricultores diretamente, isso não é considerado, segundo a OMC, dumping. Mais si tu subventionnes un agriculteur, il vend à l'intérieur et à l'extérieur moins cher que son coût de production. Mas se subvenciona um agricultor no interior... Donc la nouvelle ele vai estar définition. No interior e no exterior o produto agrícola. Isso Donc les Américains, ils ont truqué la théorie économique pour Então, os americanos, eles faire croire, eles maquiam a teoria econômica para poder já fazendo questão, que é definida nos termos. redefinindo os termos para poder... Et continuar oui, mais utilizando. tout le néolibéralisme vit sur un fonds de commerce qui est de changer le sens des mots. Hein. Ça fait 30 ans que... Então, o liberalismo, segundo ele, vive desse processo de mudar o sentido das definições, dos conceitos, para poder se alimentar e poder se refazer. Moi, quand j'entends des étudiants qui sont formés à Dauphine, donc l'université un peu ultralibérale de la région parisienne, Então, quando ele escuta, por exemplo, os quand, estudantes quand- que são quand- formados, quand je les não, écoute, gente, eu sei plus, não. mais ils ont tous compris. Allez, vas-y. E então, quando ele escuta os estudantes que saem de uma universidade parisiense, que se chama Dauphine, que são os neoliberais, ultra-neoliberais, que têm um discurso todo muito liberal, Je comprends à peine ce qu'ils disent, eles não conseguem entender o que eles dizem. il faut l'habitude, et eux, ils comprennent rien à ce que je dis. E os estudantes, esses que têm essa formação, também não entendem nada do que ele diz. Les interprètes de la FAO, Os conceitos muito. les interprètes officiels des organisations internationales, quand je dis quelque chose qui ressemble à ce que je vous dis là, ils sont capables de traduire exactement le contraire de ce que j'ai dit. Hein. Ele diz, isso é interessante. Isso é interessante. Eles, quando ele vai falar nesses organismos internacionais e tem tradutores, os tradutores falam exatamente o contrário do que ele está falando. Eles não conseguem entender o que ele está falando. Porque a linguagem, os termos são
totalmente alterados Surtout les anglo-saxons. Sobretudo os anglo-saxões. Oui, les Espagnols, ils traduisent comme ça, et les Portugais aussi, mais ils traduisent à peu près correctement. Mais en anglais, ça donne... Parce qu'ils n'imaginent même pas qu'on peut dire ça, donc ils font l'hypothèse que je me trompe et que j'ai voulu dire le contraire, quoi. Então eles como conseguem entender que seja Foi o que eles dizem. aconteceu aqui quando veio o cara do Zimbábue, não foi? A tradução foi totalmente... Il a dit qu'on a reçu un expert du Zimbabwe Oui. et que les traducteurs n'arrivaient pas à faire la traduction. Ils parlaient anglais, les Zimbabwéens. C'est pas qu'ils voulaient pas, mais je crois qu'ils comprenaient pas en fait. O tradutor. Non, mais c'est des collègues qui m'ont dit, mais fais attention, ils traduisent le contraire de ce que tu as dit. Alors après, on est allé discuter. Ele disse, olha, tenha cuidado, o tradutor não está entendendo nada que está dizendo tudo errado, está dizendo tudo ao contrário, está dizendo. Alors on est allé discuter à la pause café, hein, on va faire une pause café, avec les interprètes, mais ils ont dit, mais nous, on a cru que vous vouliez dire ça, on a cru... Ils n'étaient pas de mauvaise foi. Hein. C'est comme ça, donc c'est tout un mouvement idéologique et de langage. Moi j'ai vécu l'époque avant la libéralisation des politiques agricoles. Et j'ai vécu la libéralisation. Donc on voit bien qu'on a changé de langage, de paradigme, etc. Et actuellement, il y a un petit frémissement pour... On repense un peu à changer, mais on résiste beaucoup. Yes. Moi j'ai donc deux autres questions. C'est pas des questions, mais enfin pour y penser. Et l'une d'elles, c'est que moi, je sais pas si je suis trop pessimiste malgré mon jeune âge, mais chaque fois que l'humanité a vécu une crise, comme dans la période la plus récente, elle s'en est sortie de la crise par une guerre. Et moi j'ai l'impression que c'est ce qui va venir. On est seulement en train de la repousser un peu plus, mais enfin, l'économie pour marcher, l'économie de... Et l'autre c'est, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin ici on est dans un programme multidisciplinaire, moi par exemple je suis biologue, mais j'ai des collègues qui sont agronomes, sociologues, anthropologues, enfin un peu tout. Et on essaie de travailler avec l'interdisciplinarité pour aller dans le milieu rural et avoir ce regard un peu plus diversifié pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Et qu'est-ce que vous en pensez de la interdisciplinarité ou multidisciplinarité pour pouvoir répondre à ce genre de questions? Uma pergunta é, estou dizendo que eu sou pessimista, que eu vejo sair dessa crise através de guerras, que é o que foi feito com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mundiais. E a outra é o que ele pensa sobre a interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade na hora de abordar estas questões no campo, como o que je vais Bon, c'est vrai que la dernière fois que les dirigeants du monde capitaliste ont rompu pendant ensuite 30 ans avec l'ultralibéralisme, c'était en 1945, c'est vrai. Et ils ont mis en place des politiques de plein emploi, d'indexation des salaires sur les gains de productivité, de prix agricoles rémunérateurs, etc. Okay. Alors, on appelle ça habituellement la politique de l'État-providence. Je ne sais pas si on emploie ce mot-ci. Mais ça, c'est typiquement de l'intox idéologique. Il n'y a pas d'État-providence, ça ne veut rien dire. L'État ne redistribue pas des richesses qui tombent du ciel. Hein. Ça n'a pas de sens. L'État, il met des gens au travail pour produire quelque chose.
Par exemple, des écoles, des chemins de fer, etc. Donc quelque chose qui est utile ensuite à toute l'économie. Deuxièmement, au lendemain de la guerre, il y avait beaucoup de chômage, beaucoup de pauvreté en tout genre, hein, dans tout. Ils distribuent des salaires. Créer des services publics, ça crée du travail pour les entreprises qui travaillent pour ça. Distribuer des salaires, ça fait des débouchés pour les entreprises qui étaient au niveau le plus bas. Donc la politique de plein emploi, c'est une politique qui se traduit par la relance du secteur privé, agricole, etc. Deuxième aspect, il faut que les prix agricoles permettent aux paysans de gagner en moyenne à peu près autant que les salariés urbains. Sinon, ils ne peuvent pas investir et progresser, ce qui prive l'industrie de débouchés en machines, en intrants, etc. Et deuxièmement, si les paysans ne gagnent pas leur vie, il va y avoir un exode agricole qui va forcément créer du chômage, un exode agricole excessif, qui va créer du chômage et qui va faire pression sur les salaires. Donc vous ne pouvez pas équilibrer votre politique de l'emploi et votre politique de salaire indexé, vous ne pouvez pas faire marcher l'économie de manière équilibrée. Et plus il y a de paysans dans une économie, plus c'est un pays encore agricole, plus c'est vrai, évidemment. Mais nous, en 1945, on avait encore 30 ou 40% de paysans. Hein. Donc il fallait gérer ça. Ok. Donc les dirigeants capitalistes, les dirigeants des banques, des industries et du commerce capitaliste, ils ont su faire une politique qui permettait au capitalisme de fonctionner de manière à peu près équilibrée, on va dire. Alors avec des excès productivistes, bien sûr, mais en 1945, personne au Brésil, aucun agronome au Brésil, aucun agronome en France ne pouvait dire que la motorisation et la chimisation de l'agriculture allaient conduire à des difficultés écologiques insurmontables. Nulle part. L'agronome le plus productiviste en France en 1945, c'était René Dumont. Vous lisez, qu'est-ce qu'il a écrit en 1945-46? Il a écrit un livre qui s'appelle « Les leçons de l'agriculture américaine ». Il était allé faire un voyage d'études aux États-Unis. Et son mot d'ordre, c'était motorisation, mécanisation, chimisation. Quoi. Ok. Et il a écrit. Et je ne sais pas comment dire. Et il a écrit un autre document pour le ministère du Plan français. Qui s'appelle le plan d'équipement de l'agriculture française. Ok. Et René Dumont, en 1972, après le rapport du Club de Rome, il commence à se rendre compte. Club de Rome.
commencent à se rendre compte qu'il y avait des problèmes écologiques, etc., de ressources non renouvelables, le pétrole, etc. Ils annonçaient déjà que le pétrole serait fini en l'an 2000, vous voyez. Les prévisions à 30 ans, c'est toujours faux. Personne ne sait faire des prévisions à 30 ou 50 ans, c'est du baratin, ça. Même pas démographique. Et même pas en matière de pétrole. Le pic pétrolier, depuis 2010, il a reculé de 25 ans, avec le gaz de schiste. A questão do pico de petróleo, né, ele mudou de 25 anos com a descoberta, com o gaz de schiste. Dumont, en 1975, il disait dans l'amphithéâtre à l'Agro, il disait « Mais la Terre ne pourra pas nourrir 12 milliards d'hommes. C'est impossible. » O amfiteatro da agronomia de Paris dizia que em 1975 que a Terra não poderia... 75. 75? Ouais, ah oui, d'accord. Combien de personnes? 12 milliards d'hommes. Não teria como alimentar 12 bilhões de pessoas. Et moi j'étais son assistant et jeune, bête et méchant donc. Pourquoi? Mais méchant, j'ai bien compris là-bas. Jeune, bête et méchant. Jovem, besta e malvado. Ouais. Et je disais, mais Dumont, si la Terre ne peut pas nourrir 12 milliards d'hommes, il n'y aura pas 12 milliards d'hommes. E ele dizia para ele, mas Dumont, se a Terra não tem como alimentar 12 bilhões de pessoas, il n'y aura pas. 12 bilhões de pessoas. C'est évident. É evidente. Non, parce que les gens, ils font des projections comme ça. C'est un peu comme les prévisions climatiques, là. Entre 1 degré et plus 5 degrés. 90 chances sur 100 que ce soit entre plus 1 degré et plus 4,8 degrés. Ça veut dire qu'on ne sait pas, quoi. Et moi, je peux vous faire une prévision à 100%. Okay. Entre moins 1 degré et plus 10 degrés. Ça, c'est sûr. Bon, donc il faut faire très attention. Ça veut pas... choisir des exemples simples. Mais il est très simple, celui-là. Ah oui, c'est bien. Bon, non, mais ce que je... Il travaille avec les paroles, il fait joguinho com as palavras, com ironie. Donc ce que je veux dire, c'est que la prise de conscience des problèmes écologiques et tout ça, c'est quelque chose qui est relativement récent. Alors évidemment, on ne va pas faire une politique de développement agricole, de protection de la paysannerie, de fixation de prix, d'aide aux intrants, d'aide aux investissements, enfin, crédit. On ne va pas le faire pour faire absolument de la motorisation et de la chimisation de pointe. On va pas... de ajuda às agriculturas, de melhoria das agriculturas camponesas e etc., com uma política de motorização. On va faire chez les paysans pauvres des 4 coins du monde, il faut faire une politique qui leur permet de vivre, de se développer, mais pas... Junto aos agricultores pobres dos 4 cantos do mundo, é uma política agrícola, política que permita a eles de vivre. Pas en utilisant les moyens qui se sont avérés limités ou dangereux précédemment. Donc ce n'est pas la même politique. C'est une politique de développement de l'agriculture paysanne et familiale, mais pas en utilisant toutes les techniques, y compris les techniques qui sont écologiquement négatives. Donc c'est aussi une révolution verte. Mais j'ai envie de dire c'est une révolution verte véritable. Certains disent doublement verte. Est-ce qu'il faut doubler les doses d'engrais et de pesticides? On est à la recherche d'un mot qui passe bien, mais moi j'ai envie de dire simplement j'ai envie de dire, pour être modeste mais compréhensible, dire une évolution agricole plus agroécologique et moins agrochimique. C'est déjà... Voilà, mais bon, là aussi il faut trouver les bons mots. Mais
Mais je constate que dire simplement il faut faire la révolution verte là où elle n'a pas été faite, c'est pas facile de dire ça marche pas. Eu acho que é difícil de se dizer, nós temos que fazer a revolução verde onde ela não foi feita, é muito difícil de aceitar. Il faut faire une révolution agricole productive, mais moins agrochimique, c'est tout. Então o que ele diz tem que ser feito uma revolução verde, uma revolução agrícola produtiva, mas menos agroquímica. Chaque pays, chaque paysan trouve son chemin. Il ne faut pas espérer, tout le monde ne va pas marcher au pas comme ça. Hein. Alors elle a posé une autre question, je ne sais plus. Oui. Alors l'expérience m'a montré, moi quand on a commencé à parler de ça, j'étais jeune assistant. Que additionner des disciplines pour étudier un problème, moi j'ai moi-même emmené mes collègues, ça donnait rien. Não dava nada. Ele mesmo fez isso, né? Acumulou disciplinas, trouxe várias disciplinas para tentar esse problema, e isso não dava nenhum resultado. Ça donnait un bordel idéologique dava uma bagunça incontrôlable. Ideológica gigantesca, uma bagunça ideológica gigantesca. Quand on arrivait, on ne savait pas grand-chose. Quando a gente chegava, a gente não sabia nada. Et quand on partait, on en savait encore moins. E quando ele saía dessa experiência, sabia ainda menos do que a gente tinha sabido no começo. Alors ça ne marche que si tu as une démarche scientifique qui n'est pas dans une des disciplines de l'éventail académique, là. Isso só pode funcionar quando a gente está num procedimento, num processo, numa aproximação que não existe nessas disciplinas tradicionais do mundo acadêmico. Qui dit vraiment quel est l'objet qu'on va étudier, l'objet réel. Claro, verdadeiramente qual é o objeto, o assunto que a gente vai. D'accord. Par exemple, l'agriculture d'une région, d'un village ou d'un pays. Por exemplo, a agricultura de vilarejo, de uma região ou de país. Et qui va faire une analyse méthodique E que vai, a partir daí, fazer uma análise metódica de cette réalité, dessa realidade precisa, en partant de la discipline qui a le plus l'habitude de faire ça. Parce que tu tombes jamais du ciel, quoi. Mais habituado a fazer isso. Alors, numéro 1, il faut faire une analyse technique et économique de la structure de l'exploitation, ses terres, ses potentialités, ses outils, sa force de travail. Ok, l'appareil, on appelle ça l'appareil de production. Mais où il est l'appareil de production? En réalité, c'est pas tu arrives et tu fais, je sais pas, comme ferait un géographe, il dit bon, je suis au Rio Grande do Sul, il y a X millions de tracteurs, il y a tant de hectares, non. L'objet, il n'est pas fait comme ça. Os geógrafos, por exemplo, que chegam no Rio Grande do Sul, dizem que o Rio Grande do Sul tem tantos milhares de tratores, tem tantos milhares de hectares, de maneira geral, não é assim? Les moyens de production, les activités productives, c'est pas comme ça dans la nature étalé à la surface. C'est dans des unités de production. Tu ne peux pas savoir comment c'est fait, comment ça marche, si tu ne passes pas par les unités. C'est comme tu veux étudier mon biceps, si tu ne regardes pas les cellules musculaires, tu vas faire de la musculomorphologie, mais avec ça, tu n'es pas fauché, quoi. Tem que começar a estudar primeiro o nível das células, para depois entender o braço dele como funciona. Se você não fizer isso, vocês vão ter estudo sobre morfológico do braço. D'accord. Donc, premièrement, ton objet, il n'est pas comme ça réparti uniformément à la surface de la Terre. Il est organisé dans des cellules de production. Et il faut déjà avoir un métier bien certain de savoir-faire, l'analyse de la structure et du fonctionnement d'une unité de production. Nesse caso, tem uma aproximação, métier, de entender como é que essa estrutura se organiza, como é que ela se... Comment ça fonctionne. Como ela funciona. Et puis,
tu as la collection des exploitations de la région. E aí tu vai ter o que eles chamam, entre aspas, uma coleção dos tipos diferentes de propriedades agrícolas de uma região. Tu vas déjà t'apercevoir que, comme dans un corps humain, il y a des tissus musculaires, des tissus digestifs, des tissus optiques, des tissus nerveux, etc. Essa coleção de unidades. Et puis, il y a, et puis, et puis il y a du sang qui circule pour faire les relations entre toutes ces cellules. Okay? Donc tu ne peux pas étudier l'agriculture d'une région sans étudier les différents types d'agriculture qui existent. Não tem como a gente estudar a agricultura de uma região se a gente não estudar os diferentes tipos de agricultura que existem nessa região. Les exploitations viticoles, légumières, céréalières, etc. Donc, personne ne pourra avoir un dialogue utile sur le sujet qu'on étudie s'il n'y a pas d'abord une étude systématique. Je ne veux pas dire systémique parce qu'on a plus de chances de ne pas comprendre si on dit systémique que si on explique concrètement ce qu'il faut faire. De la structure, du fonctionnement, des résultats techniques et économiques, des différents types d'unités de production. Alors, qu'est-ce que les diverses disciplines vont faire là-dedans? Ça ne marche que si elles s'intègrent dans l'équipe qui fait une analyse systématique de la réalité. Et qui fait aussi l'étude sociologique éventuellement des familles d'exploitants agricoles. Ils sont pauvres, ils sont riches, ils sont pas riches. C'est des latifundistes, c'est des néo-capitalistes absentéistes. Il ne suffit pas d'analyser la puissance des tracteurs et la productivité du travail. Il faut savoir comment se fait le compte d'exploitation, combien gagnent les travailleurs, etc. Alors il faut que les multiples disciplines qui existent collaborent à ce travail commun, qui est l'analyse de la réalité, hein, sous tous ses aspects, agroécologique, pédologique, c'est ton problème à toi, ça. Ouais, c'est mon problème. Alors, et les sociologues et les économistes, s'ils participent à un travail commun qui est méthodiquement adapté à son objet, c'est-à-dire objectif, en ne perdant jamais de vue l'objet qu'on étudie, et en ne perdant jamais de vue qu'est-ce qu'on veut faire des résultats du travail. Donc, si tous ces chercheurs qui savent tout et n'importe quoi participent à ce travail d'analyse objective et recherchent une interprétation qui va servir, par exemple, pourquoi ça va mal, qui va mal, pour quelles raisons, etc. Si tous ces chercheurs multidisciplinaires là s'attachent à leur objet et partagent un vrai objectif, par exemple d'aider cette paysannerie là à mieux vivre et à mieux se développer, alors toutes ces disciplines qui sont destructives si on les jette en vrac sur le terrain là, c'est comme des microbes quoi. Si tu fais coopérer tous ces microbes à une étude commune, sérieuse, alors ça change tout. Alors ce qui est un peu difficile, c'est qu'en réalité,
on ne peut pas non plus jeter les disciplines comme ça dans une étude, etc. En réalité, il faut qu'il y ait un noyau central que moi je dirais il faut qu'il soit assez agronomique, assez économique, assez sociologique et assez écologique, quoi. Si vous avez déjà ces 4 pôles qui sont quand même le nerf de la guerre, de fonctionnement, c'est pas des unités de photosynthèse, hein, c'est des unités économiques, les exploitations. C'est des unités économiques, sociales, écologiques. Alors, si vous avez ces 4 compétences réunies, en une personne ou en 4 personnes, ils savent à quel moment il faut aller chercher des spécialistes parce que eux, leurs compétences s'arrêtent là, ils savent qui il faut aller chercher. Autrement dit, on ne peut jamais mettre en tas des spécialistes en espérant qu'il va sortir quelque chose d'un tas. Un tas de spécialistes, ce n'est pas une unité de recherche. Ça va? Mais il faut se méfier aussi des phénomènes de domination interne au groupe de travail. Il peut y avoir des déformations. Donc il faut qu'il y ait le voie là pour maintenir le cap. Ou Mielitz. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un expérimenté dans ce genre d'études. Peu importe sa spécialité d'origine. Mais je voudrais ajouter un mot. C'est que l'objectivité, ça ne consiste pas à être honnête et équilibré dans ses conclusions, comme tout le monde croit. C'est de se donner les moyens, l'objectivité dans la science. Ça n'a rien à voir avec avoir des bonnes intentions et être honnête dans ses conclusions. C'est du cinéma, ça. La vérité, c'est qu'il faut s'attacher à son objet, uniquement à son objet, avec une présentation transparente des méthodes et une présentation transparente des résultats et des objectifs poursuivis. L'objectivité, c'est que l'objet réel et l'objectif que vous poursuivez, ça soit transparent et la méthode aussi. C'est-à-dire que les autres peuvent comprendre ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, vérifier si c'est des conneries ou pas. À la rigueur, ils peuvent aller eux-mêmes vérifier si certaines choses... L'objectivité, c'est ça, ce n'est jamais que la méthode scientifique. Hein. Ce n'est pas une tournure d'esprit, l'objectivité. C'est de la méthode et du sérieux dans la méthode et dans les résultats. Alors maintenant, si vous faites comme certains scientifiques, économistes généralistes, sociologues généralistes, écologistes généralistes, tout ce que vous voulez, et vous dites « Ah, mais l'agriculture du Rio Grande do Sul, voilà comment je la vois. Et voilà ce que j'en pense. » En réalité, ils ne la voient pas du tout. Ils ne l'ont jamais vue. Et voilà ce que j'en pense. En réalité, ils n'en pensent rien, parce qu'ils pensent de quelque chose qui n'existe pas. Donc, si vous voulez avoir le droit à la parole sur un sujet quelconque, si vous êtes microbiologiste, ok, si vous faites vraiment de la microbiologie, quoi. Sinon votre avis n'a pas beaucoup d'importance. Tu sais, vous faites des observations et des enquêtes.
si vous voulez avoir droit à la parole sur les questions économiques, sociales, environnementales, agricoles, ok, à condition que vous fassiez des enquêtes. Então, se vocês querem Sinon, de quoi vous parlez? falar desses assuntos econômicos, ligados à agricultura, você tem que fazer as observações de campo, ir a campo, olhar o que está acontecendo. L'inobjectivité, A não objetividade, c'est de parler de ce qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais étudié, qu'on n'a pas compris, et d'avoir des avis grandioses sur le sujet. ter as opiniões grandiosas sobre aquele assunto. Et moins vous savez de choses, plus c'est grandiose, quoi. E quanto menos você souberem, mais você se faz ser grandioso. Ah ouais. Aí, Ça va? Ele tá malvado lá, ele tá Bon, moyennant quoi, quand... mexendo lá, vraiment. Comment je suis méchant? Non. Não? Il est objectif. Não é pas mexendo objetivo. Mais j'ai aussi étudié les gens qui parlent comme ça de choses qu'ils ne connaissent pas. Genre, on en rencontre tous les jours. As pessoas que falam grandioso. Vous en rencontrez tous les jours. A gente encontra todo dia essas pessoas. Vous, quand vous arrivez dans le PGDR, là, non? C'est comme ça que ça se dit? Chegaram no PGDR. Quand vous arrivez, vous parlez de toutes ces choses, vous ne les connaissez pas en réalité. Se fala de todas essas coisas, vocês não conhecem. Et leur boulot, c'est de vous guérir de ça. E o nosso objetivo, ele acha, é curar vocês disso, dessa... Quand il est venu à étudier chez nous, là, Quando eu fui estudar, ele está falando de mim agora. Quando eu fui estudar, il venait faire une thèse à Paris eu queria fazer uma tese na França sur l'agriculture brésilienne. sobre a agricultura brasileira. J'ai dit, mais tu ne peux pas faire une thèse à Paris sur l'agriculture brésilienne. Ele me disse, tu não Il pode fazer uma faut tese que tu ailles na França sobre a quelque part au Brésil et que enfin tu commences à étudier Então, comme... tem que voltar no Brasil e ir lá estudar o que é a agricultura brasileira, fazer campo. Alors il a eu le courage d'aller comme ça, s'enterrer dans un coin du E Brésil. aí Improbable. eu tive a coragem de me enfiar num canto lá do Brasil, ficar lá, Inconnu au bataillon. desconhecido. Ouais, et il a commencé à travailler comme ça. Et alors tous les 6 mois, il voulait rester à Paris pour finir sa thèse. Je dis non, tu retournes regarder. Cada 6 meses eu queria voltar para Tu n'as pas encore, Fica lá e vai tu as conversar pas, com lá. tu as pas encore assez souffert. Ele dizia, tu não sofreu o suficiente, agora fica mais tempo lá sofrendo, depois tu volta. Alors c'est pour ça qu'il se plaint toujours beaucoup de moi. É por isso que eu Queixa. me queixo muito dele. Alors le pire, non, là je plaisante pas, c'est vrai. Ele não está brincando, é verdadeiro. Comme il revenait sur le terrain la plupart du temps, E como eu vim e voltava sobre o campo agora, les autorités universitaires brésiliennes s'aperçoivent qu'il n'était pas à Paris pour faire sa as thèse, autoridades brasileiras que me davam minha bolsa se deram conta que eu estava a maior parte do tempo aqui no Brasil e não na França. qu'il était revenu chez lui en somme. E de uma certa maneira eu tinha voltado para... Et alors ils lui ont supprimé la bourse. Eles cortaram a minha bolsa. Sério? Ce qui veut dire que les bourses brésiliennes ne s'appliquent pas aux gens qui sont objectifs et qui veulent étudier sur Ou le seja, terrain. quer dizer, a conclusão que ele chega é que as bolsas brasileiras não são adaptadas às pessoas que são objetivas e que tentam entender a realidade. Elles sont faites pour qu'ils batifolent à la Sorbonne, Elas são feitas para que eu ficasse lá na Sorbonne, Voilà. estudando. pour se payer des vacances à Paris, mais pour Férias em Paris. pas de bourse. Agora, se eu fosse ao campo, eu não tinha bolsa. Mais c'est à peu près la vérité, non? Ça ressemble à ça. Mas aí entra outra questão, assim, que a dele estava já, o papel de você ser parcerista, lutar por isso, tá? E aí eu estava pensando, não, né, nas diferenças dos centros de poder e conhecimento, né? Qual é a voz que a gente tem, por muito que seja cá 5 ou 6 o que for, no Brasil, contra alguém que está em Paris falando do Rio Grande do Sul? Ou em Eles não Chicago. vão acontecer. Ou em Chicago. Ou em Chicago. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quer dizer, ela fala francês. Ben maintenant, il fait ça ici, donc ça marche. Eu disse, agora eu estou fazendo isso aqui, agora tá bom. Voilà, Agora tá certo. j'étais en train de penser votre discours est vraiment inspirateur. Ça nous inspire et ça nous motive pour, oui voilà, il faut que vous parliez, que vous faites ce genre de développement, de progrès, blablabla. Mais je me posais la question de, voilà, il y a aussi les centres de pouvoir du savoir et de la publication, de comment ça marche l'académie en fond. Donc nous, par exemple, on peut savoir beaucoup sur le terrain et beaucoup sur l'agriculture au Rio Grande do Sul. Oui. Mais nos articles ne vont pas être publiés dans le même réseau, ils ne vont pas circuler dans le même auteur que quelqu'un qui soit à Paris ou à Chicago en train de parler de l'agriculteur brésilien.
Donc ça aussi, il faut avoir ça en compte. Oui, non, mais là, vous parlez ensuite du succès universitaire des publications. C'est encore un autre sujet. Oui. À Paris... Ele é ligado que tem relação que é a questão do sucesso acadêmico no mundo acadêmico. Mas estão ligados. Mais le problème est le même à Paris. Hein. Oui, bien sûr. Parce que, évidemment, que les revues qui sont les plus lues sont les revues qui sont dans la langue la plus répandue. São aquelas que são na língua mais conhecida, mais utilizada. Pour mesurer le succès de publication, on prend le chiffre brut des gens qui ont ouvert le dossier, qui ont lu, etc. Alors, okay. Alors si vous êtes danois et vous publiez en danois, vous allez être le dernier, même si vous avez fait le meilleur article. Okay. Donc la première chose qu'il faudrait faire pour rétablir un peu de lisibilité, de la qualité, il faudrait dire c'est le nombre de lecteurs divisé par le nombre de locuteurs. Então, a primeira coisa que teria que fazer para mudar esse sistema teria que ver o número de leitores, né? Fazer uma ponderação entre o número de leitores e o número de... Divisé par le nombre de gens qui parlent cette langue-là, qui la connaissent, de locuteurs. Donc si tu divises le lectorat, on appelle ça le nombre de lecteurs des publications en anglais, si tu le divises par le nombre de gens qui lisent l'anglais, et non pas qui parlent leur langue maternelle, ceux qui sont en tête, ils vont peut-être passer les derniers. Então, se vocês pegarem e dividirem o número de vezes que foi lido aquele texto em inglês, le nombre de lecteurs divisé par le nombre de gens qui parlent. Ok. Tu vas. Oui, non, moi je suis. Quand vous voulez. Donc. Non, mais moi je suis à votre disposition. J'essayais de répondre à sa question. Mais vous pouvez. Moi je pense qu'il faut publier en portugais. Mais il faut simplement que les revues en portugais vous autorisent à faire traduire en anglais ou quelque chose comme ça. Mais si vous êtes... Mais il faut vous méfier aussi dans des sujets comme ça. Vous aurez à faire aussi à des interdits idéologiques. Il va y avoir des revues qui ne voudront pas de pas se faire d'illusions. Nous-mêmes, l'année dernière, on s'est rendu compte de ça. Il faut se battre pour pouvoir défendre des analyses hétérodoxes ou qui mettent en difficulté ce que les gens veulent. Même il y a des revues qui sont favorables à l'agriculture paysanne, mais si tu présentes une analyse non pas idéologique de l'agriculture paysanne, tu vois, il faut être gentil avec les paysans pauvres, tout ça, mais tu commences à dire exactement pourquoi ils sont pauvres. Ah, ils disent, ah mais non, ça c'est de l'économisme étroit. Ele conhece que são, tem discurso que é a favor, por exemplo, da agricultura camponesa, familiar. Então tem discurso ideológico, oui. Já de ideologia, dizendo, eles estão... Small is beautiful, quoi. Vai diretamente ao fundo da questão, dizendo, tentando explicar por que eles são pobres, do ponto de vista econômico, os mecanismos que fazem, eles já não aceitam, não gostam muito. Tant que tu fais du small is beautiful, ils sont d'accord. Enquanto fizer o small, pequeno é bonito, small is beautiful, mais, é maravilhoso, mas tu sai dali... Mais ils sont pauvres et ils meurent à cause de ça ils n'aiment pas du tout. E aí, nessas revistas, dizem, eles são pobres, eles morrem por causa disso, eles não gostam muito disso. Il y a des complicités là où on... C'est compliqué. É muito complicado, eles têm cumplicidades aí nesse sistema que são mais... Bueno. Bom, pessoal, acho que vamos... Merci beaucoup. Pour moi. Bom, obrigado a todos, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso. Tenham podido aproveitar, dialogar, refletir um pouco. E eu queria agradecer. Donc il est midi. Il est midi là. Ouais. Agradecer o Mazoyer, agradecer o Fábio e a Romi pela oportunidade. E obrigado.